Bonsoir et bienvenue sur Globe Criminel. Aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième partie de la vidéo sur les sectes. Je suis vraiment désolée, ça a pris beaucoup de temps. C'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur et je voulais qu'elle soit presque parfaite. Je voulais également qu'il y ait beaucoup d'informations et beaucoup de photos d'archives. Alors, n'attendez plus, attachez vos ceintures pour une aventure où le crime n'a pas de frontières. La dernière vidéo s'est arrêtée à la famille Manson de Charles Manson et nous allons démarrer aujourd'hui sur la secte de la vérité suprême d'Ormond. Créé en 1984 par Shoko Asahara en atelier de yoga, puis en 1987, cet atelier de yoga devient une secte. En 1989, la secte obtient officiellement le statut d'organisme religieux. Shoko rencontre la même année le Dalai Lama, qui lui donne tout son soutien. Plus tard, le Dalai Lama va regretter fortement cette rencontre, car il explique que Shoko l'a berné. La secte vit des expériences caustiques grâce à la fabrication de drogues comme des amphétamines ou des LSD. Des techniques de manipulation mentale vont être pratiquées sur les membres de la secte, comme la réduction de temps de sommeil, ou également, comme exemple, ils avaient des tâches à accomplir quotidiennement et sur des laps de temps définis et très courts. Les informations extérieures étaient interdites et les seules informations qu'ils avaient le droit étaient filtrées par Shoko. Le mariage et faire l'amour entre disciples étaient complètement interdits. Il n'y avait que Shoko qui avait le droit d'avoir plusieurs maîtresses. Voici les faits les plus marquants de la secte. En septembre 88, le décès d'un membre lors d'une séance de yoga arrive et pour ne pas entacher la réputation de la secte, les dirigeants de cette secte vont complètement cacher ce décès. Ils vont brûler son corps et disperser les cendres. En février 1989, l'avocat Sakamoto est enlevé et assassiné avec sa femme et leur bébé de 14 mois. Cet avocat représentait des familles qui avaient porté plainte contre la secte. Et malgré toutes les preuves qui reliaient ces assassinats à la secte, la police ne va pas aller jusqu'au bout et c'est qu'en 1994 que l'affaire sera révélée et que la secte sera impliquée. En avril 1990, la secte s'essaie au bioterrorisme. 3 véhicules vont être préparés avec à l'intérieur des toxines botuliques. La première voiture arrive à Tokyo en relâchant le produit dans les rues, puis va se diriger vers le Parlement japonais. Le second véhicule se rend vers Yokohama, puis va se rendre vers la base navale américaine de Yokosuka. Le troisième véhicule est utilisé près de l'aéroport international de Narita. L'attaque est un semi-échec, car finalement, le produit qu'ils avaient utilisé était trop faible et leur dispositif de relâchement dans l'air était de très mauvaise qualité. En 1992, la secte tente de se procurer le virus Ebola au Zaïre, au Congo, pendant un voyage humanitaire fait par Shoko. Cette même année, le groupe va débuter la fabrication d'armes à feu et de gaz sarin. En 1993, le groupe fait l'acquisition de terres en Australie, environ 200 000 hectares. Les douanes australiennes vont remarquer un laboratoire et surtout des produits chimiques dangereux et interdits. Le groupe va faire ses essais de gaz sarin sur un troupeau de moutons. En 1994, les autorités australiennes refusent catégoriquement de donner leur visa au groupe pour manquement aux gestions d'élevage de leurs moutons. Pas pour le gaz sarin, pas pour autre chose, vraiment pour manquement aux règles d'élevage. Alors la secte revend ce terrain et c'est qu'en 1995 que l'affaire est révélée lorsque les autorités vont tomber sur le laboratoire, le gaz sarin et les moutons, des dizaines et des dizaines de moutons morts. Cette même année,
un autre adepte meurt lors d'une séance de yoga suspendu, la tête en bas. Encore une fois, la mort va être complètement mise sous le tapis, le corps sera brûlé et les cendres seront dispersées. La nuit du 27 au 28 juin 1994 sera leur premier attentat au gaz sarin dans la ville de Matsumoto. 8 morts et à peu près 200 blessés seront à déplorer. La secte sera soupçonnée qu'à partir de 1995. Le 20 mars 1995, un autre attentat au gaz sarin sera perpétué dans le métro de Tokyo, faisant 13 morts et 6500 blessés. En janvier 2000, le groupe est placé sous surveillance pour 3 ans. En 2004, Shoko Asahara et d'autres adeptes seront condamnés à mort pour l'attentat au gaz sarin à Tokyo. Et le 6 juillet 2018, Shoko et les autres adeptes seront condamnés et seront pendus. Aujourd'hui, la secte compte encore entre 1000 et 1500 adeptes et les policiers japonais sont très inquiets sur le groupe. Ils ont peur qu'ils recommencent leurs méfaits, surtout que leur gourou est décédé, donc ils sont complètement libres. Cette secte s'appelait à l'origine l'Ordre international chevaleresque de tradition solaire, puis prendra le nom de l'Ordre rénové du Temple. Elle est créée en 1984 en Suisse par Luc Jouret et Joseph Di Mambro. C'est un groupe religieux, ésotérique et néo-templier. Avant la création de l'OTS en 1975, Joe Di Mambro rencontre Michel Tabachnik, un célèbre chef d'orchestre de l'époque. En 1977, les deux hommes créent la fondation Golden Way et Michel Tabachnik devient président. La fondation se base en Suisse et elle a pour but de parler de l'environnement et des rapports sociaux. Au début des années 80, les deux hommes s'intéressent de plus en plus à la philosophie, à l'ésotérisme et surtout à la spiritualité. Et ils décident de donner un nouvel ordre à leur fondation qui sera une version plus religieuse et plus mystique. À la fondation, une pièce est dédiée à faire des rituels ou des méditations. Elle sera nommée le sanctuaire. Les membres sont vêtus d'une cape blanche avec une croix rouge. À l'époque, Tabachnik fait de nombreuses conférences sur l'ésotérisme et Di Mambro, lui, va être reconnu comme un médium par les membres de la fondation. En 1982, Di Mambro annonce à ses fidèles qu'une grande mission les attend. Un enfant roi doit naître, doit apparaître sur la Terre et Di Mambro dit que ce sera Dominique Bellaton, une ancienne toxicomane. Elle sera la mère porteuse de cet enfant caustique, cet enfant roi. Et le 22 mars 1982, Emmanuel naît. Cependant, Di Mambro avait dit que ça allait être un petit garçon. Et Emmanuel est une petite fille. Alors il a appelé Emmanuel 2LE et il va lui couper les cheveux très courts, la forcer à porter un casque tout le temps, toute la journée et va l'habiller comme un petit garçon. De son côté, Luc Jouret, lui, c'est un homéopathe. Et en 81, il va s'intéresser de plus en plus à l'ésotérisme et à la macrobiologie. Et c'est en 82 qu'il va créer le groupe Amanta. Et c'est surtout plus tard dans cette année 82 qu'il va rencontrer Joe Di Mambro. Joe Di Mambro va pousser Luc Jouret à prendre la tête de l'ordre rénové du Temple et il va devenir le grand maître. En 1984, l'ordre rénové du Temple et la fondation Golden Way vont s'associer et vont créer l'ordre du Temple solaire, l'OTS. Il mêle plusieurs principes et plusieurs idées des précédentes fondations. Luc Jouret devient le conférencier et le recruteur de la secte, de l'OTS. Et quant à lui, Joe Di Mambro devient le grand maître de la secte et surtout, il devient le maître des finances. Le groupe a tendance à changer plusieurs fois d'inspiration, mais deux vont rester ancrés comme principales inspirations, l'ésotérisme et l'occultisme. Et les objectifs du groupe sont reconnaître et rassembler une élite spirituelle, prendre une part active à l'édification des centres de vie,
et former à travers le monde une chaîne de fraternité véritable. En 1985, la secte va créer plusieurs filiales, officielles ou non, pour faire des bénéfices et pour financer des projets immobiliers. Grâce à ces bénéfices, je ne sais pas comment expliquer, mais ces bénéfices viennent des membres de l'OTS. Donc les membres de l'OTS donnent de l'argent à Luc Jouret et à Jody Mambro, et grâce à cet argent, ils vont pouvoir s'acheter 2 chalets au Québec. Dans les années 90, Luc Jouret va complètement abandonner son travail d'homéopathe et va se concentrer 100% à l'OTS. Et il va commencer à faire des conférences sur le développement personnel au Québec, en Suisse et en France. Et Jody Mambro, il va voir toutes ces conférences d'un très mauvais œil parce qu'il estime que Luc Jouret dévoile au monde entier les idées et les principes de l'OTS. Et du coup, Jody Mambro va commencer à saboter toutes les conférences de Luc Jouret. Et Luc Jouret sera tellement dégoûté qu'il va complètement arrêter et il va être complètement dépendant de Jody Mambro. Jody Mambro et 3 autres fidèles vont s'acheter un terrain à Salvan en Suisse pour y faire construire 3 chalets. Plusieurs membres de la secte de l'OTS vont critiquer les choix de Jody Mambro et du coup ce dernier va changer son fusil d'épaule et va enseigner et prêcher un voyage vers une autre planète, vers une étoile appelée Sirius. Il dit qu'il y aura un transit vers Sirius. En 1994, Jody Mambro convoque tous les membres de l'OTS pour expliquer que la mission arrive à terme et que ça va bientôt être le départ vers Sirius. Jody Mambro explique également que lorsque les dirigeants de l'OTS vont faire ce voyage vers Sirius, les autres devront continuer le travail que l'OTS a commencé. Les dirigeants de l'OTS vont commencer une surveillance des membres de l'OTS qui veulent quitter le groupe et certains sont mis sur écoute ou espionnés. Jody Mambro fait face à beaucoup de contretemps pour son transit vers Sirius et pour préparer ce voyage, Jody Mambro confie à ses fidèles les plus proches de l'OTS qu'il y a plusieurs missions à faire avant ce voyage. Donc, c'est l'élimination des traîtres, l'exécution des membres d'accord avec le transit, mais pas par la mort physique, l'exécution des membres d'accord avec le transit et qui acceptent la mort physique. Un peu plus tard, Antonio D va critiquer la mégalomanie, les supercheries et les détournements de fonds de Jody Mambro. Du coup, sa femme et lui sont considérés comme traîtres de l'OTS. Et je vous rappelle, la première mission pour aller vers Sirius est l'élimination des traîtres. En plus de la trahison, Antonio D et sa femme ont eu un enfant, un petit garçon, que Jody Mambro considère comme l'antéchrist. Le 30 septembre 1994, Dominique Bellaton invite le couple D et leur bébé de 3 mois à dîner et la famille est assassinée. Dominique Bellaton part pour la Suisse dans la soirée pendant que 2 autres fidèles vont nettoyer la scène de crime. Ils vont placer les cadavres de la famille D dans les sous-sols du chalet et avant de mettre feu, ils mettent feu au chalet, et avant que le chalet ne prenne complètement feu, ils vont se donner la mort. Le lendemain, les pompiers vont découvrir 2 cadavres à l'étage et 3 cadavres au sous-sol qui appartiennent à la famille D. Après l'élimination des traîtres, l'exécution des membres peut commencer. Du 18 au 20 septembre 1994, Jody Mambro organise plusieurs réunions à Salvan. 17 à 20 personnes sont présentes pour écouter ce que Jody Mambro a à dire. Et entre le 25 et 29 septembre de la même année, 2 autres réunions se tiennent à Chéry, dans le canton de Fribourg. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1994, 2 incendies se déclarent à Chéry et 3 autres à Salvan. Les pompiers découvrent 23 victimes à Chéry et 25 à Salvan. Les victimes sont vêtues d'une cape de rituel blanche, noire ou dorée, selon le degré d'initiation atteint. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 1995, 16 personnes, dont 13 adultes et malheureusement 3 enfants,
se sont immolés dans le lieu dit Le Trou de l'Enfer. Ce lieu se trouve dans le Vercors, en Isère, pas très loin de chez moi. Les corps ont été disposés en forme d'étoile. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez, un schéma pour que vous puissiez comprendre. Et l'enquête conclut à des suicides et elle conclut également que ces suicides ont été poussés par Luc Jouret et Jody Mambro, surtout Jody Mambro. Après les massacres, Jody Mambro et Luc Jouret se sont également donné la mort. Il ne reste que Michel Tabachnik qui était à la tête de la fondation Golden Way et il sera jugé 2 fois pour les massacres et il sera relaxé 2 fois. Il n'y est pour rien. Aujourd'hui, l'OTS n'existe plus en France, en tout cas de ce que j'ai trouvé. Elle existe encore en Espagne, plus particulièrement aux îles Canaries. En 1982, un député de Seine-et-Marne va recenser entre 100 et 800 sectes actives ou non sur le territoire français. C'est une belle fourchette. Et c'est qu'en 1982, certaines sont très actives à Lyon, Paris et quelques-unes dans l'est de la France. Ces sectes rassembleraient entre 400 000 et 500 000 sympathisants et des dizaines de milliers d'adeptes. Je peux citer les plus connus, les Témoins de Jéhovah, les Mormons, les Rose-Croix. C'est des sectes que vous avez sans doute entendu parler. En France, les associations anti-sectes ont établi 8 critères de dérive sectaire sur lesquels il faut vraiment faire attention. La désensibilisation mentale, le caractère énorme des exigences financières, la rupture avec l'environnement d'origine, l'existence d'atteintes à l'intégrité physique, l'embrigadement des enfants, l'importance des démêlés judiciaires, l'éventuel détournement financier et enfin les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. Cette liste sera controversée et en 2001, 2 autres critères seront rajoutés. Empêcher les sectes qui ont été condamnées pour actes graves de faire la promotion de leurs activités auprès des jeunes, élargir la notion d'abus frauduleux comme la vulnérabilité et l'ignorance d'une personne en utilisant des tactiques de manipulation psychologique répétées en rendant un membre d'une secte incapable de faire ses propres choix. La Belgique va refuser de lister ces sectes. Elle va plutôt dire qu'il faudrait créer un observatoire de sectes et depuis 1998, il existe un centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles. Mais la Belgique, encore une fois, va être réticente et non coopérative sur ces sectes et ça vaudra au pays une forte amende et plusieurs condamnations et ça jusqu'à 2011. En Suisse, le Conseil fédéral écarte tout amalgame et ne prend pas position sur la possibilité de secte dans son pays, car en Suisse, le terme secte n'a aucune définition légale. Au Canada, un organisme à but non lucratif appelé InfoSecte est créé pour les victimes de ces sectes et les familles de membres de ces sectes. Certains pays ferment complètement les yeux sur les sectes car elles sont soit inoffensives, soit elles sont tellement ancrées dans la société que d'essayer de faire quelque chose ne changerait rien. Voilà ce que je peux vous dire sur les sectes. Je voudrais vraiment vous sensibiliser aux gourous. Vraiment, faites attention à vous. Ce sont des personnes qui vont trouver votre faille, qui vont trouver votre point sensible, qui vont vraiment... vous allez penser que, ah oui, il m'écoute. Ah oui, ouais, ok, lui, il sait ce que je ressens. Mais c'est qu'un jeu, c'est qu'un rôle pour vous enrôler, justement, dans sa secte, dans son groupe. Alors, si vous vous sentez en danger, si vous vous sentez enrôlé, il existe des numéros verts gratuits et surtout anonymes. Je vous mettrai un numéro en lien dans la description. Je vous mettrai également un site internet où vous pouvez vous renseigner, vous pouvez faire des signalements sur ce site. Je vous mettrai tout en barre de description. Faites attention à vos proches, aux gens vulnérables comme des personnes âgées ou des jeunes majeurs. Vraiment, attention à vous. Ne vous faites pas enrôler. Pour eux, c'est facile. Et pour vous, vous pouvez vous dire vraiment que, ah bah oui, effectivement,
Lui, il pense vraiment ce que je pense, il me comprend. Mais attention, comme je vous disais, c'est un rôle. Donc, je pense pas que dans les sectes, je connais pas l'intérieur des sectes, je veux pas faire de... Mais je pense pas que dans les sectes dont je vous ai parlé, ça soit oui, youpi, on va danser tous les jours, on va faire un feu de camp, on va manger des chamallows. Non, je pense pas. Il y a eu beaucoup de morts, comme je vous le disais. C'est pas le monde des bisounours dans les sectes. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu ou un commentaire et surtout activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines affaires. Je suis en train de travailler sur plusieurs choses. La prochaine vidéo sera sur Jean-Claude Roman, une affaire pleine de rebondissements et de mensonges. Restez vigilants, restez curieux et surtout, restez en sécurité. À bientôt!